Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va traiter le cours de statistique, mais c'est un niveau un peu plus haut que la précédente. Donc, c'est fait pour un public de la classe de quatrième secondaire et un peu plus loin, donc jusqu'en sixième, parce qu'on va traiter la loi normale à l'intérieur. Donc, sans trop tarder, je commence par une petite introduction très rapide. Donc, ce qu'on va traiter, c'est cette partie qui est de la statistique descriptive, toujours comme on l'avait dit l'autre fois. Donc, c'est rassembler les données, c'est savoir les présenter. La statistique inférentielle, c'est pour pouvoir interpréter et tirer des conclusions. Donc, trouver des corrélations. Ça ne va pas être traité dans cette vidéo. Donc, dans la vidéo précédente, je vais mettre un lien, cette vidéo, donc, tout en bas. On avait vu rapidement donc les variables qualitatives, quantitatives, discrètes. On avait même traité un exemple de variables discrètes. On va travailler aujourd'hui avec les variables continues parce qu'elles vont être traitées d'une autre manière par rapport aux données. Alors, j'ai voulu travailler avec des données vraies, donc et ne pas commencer à inventer ou recopier d'un livre. Je suis tombé sur un article qui était donc présent donc dans le journal de Journal of Statistics Education. Donc comme vous voyez, c'est une étude faite en 96 où ils ont mesuré des données de 252 hommes et c'était dans le but de déterminer la masse grasse. Alors, on sait maintenant qu'on peut acheter une balance, tout simplement, pour avoir notre masse grasse ou une évaluation de cette masse grasse, mais avant, ça n'existait pas. Donc, pour faire une mesure précise de cette masse, il faut faire une pesée hydrostatique. Donc, on s'imagine mal le matin se lever, se plonger dans une piscine et trouver pour calculer la masse grasse. Alors voilà. Le but de ces données récoltées, c'était pour trouver tout simplement s'il y avait une corrélation multifactorielle, une relation entre différentes données et la quantité ou plutôt la masse de graisse qui se trouve dans le corps. Bon, alors je me suis dit bon, analyse multifactorielle, c'est pas le but en classe de quatrième ni même en sixième. Bon, je vais alléger un tout petit peu les données. Les voilà les données brutes. Donc on peut voir plein de nombres, donc jusqu'à 252. Ok, il faut savoir les trier pour pouvoir les analyser. Alors je me suis dit, bon, on va faire un lien avec quelque chose qu'on connaît tous. Donc le pourcentage de la graisse qu'on a dans le corps. Et là, on voit donc plusieurs types de corps, donc des plus musclés, donc avec des gens qui ont un peu plus de graisse. On voit que ce pourcentage de graisse qui va déterminer donc notre allure aussi. Donc pour faire cela, je me suis dit bon, je vais commencer à trier un tout petit peu ces données. Déjà, j'avais un petit souci, c'est que la masse, c'était en pounds, donc l'unité américaine, anglo-saxonne. La taille, c'était pas en centimètres, donc j'ai dû transformer ces unités en centimètres et en kilogrammes. Puis je me suis dit encore, donc la masse en tant que telle ne veut rien dire, parce que si on a 5 kilos de graisse, alors qu'on, voilà, donc ça ne veut rien dire, c'est le pourcentage qui nous intéresse. Donc, je suis allé encore plus loin pour calculer le pourcentage de la masse grasse c'est chacune de ces personnes. Et puis après, donc, si on revoit le cours de la statistique qu'on avait vu avant, avec les variables discrètes, bon, on imagine mal faire un tableau maintenant avec 252 entrées, c'est pas possible. C'est trop grand. Alors bien sûr, à l'ordinateur, tout est possible. Mais bon, si on va faire ça à l'école, on va pas commencer à le faire. Et tomber sur deux personnes qui ont exactement le même pourcentage de graisse, c'est rare. Bon, pour ne pas dire pas possible. Donc pour cette raison, on ne va plus commencer à travailler avec les données comme ça. On est obligé de passer à une nouvelle notion, la notion de classe. Donc pour mieux comprendre la notion de classe,
C'est un intervalle, donc là j'ai mis entre 0 et 4%, 4 et 8%, 8 et 12, etc. Donc on va compter le nombre d'individus qui a ce pourcentage de graisse-là. Donc pratiquement, voilà, je prends un exemple, 8,17, voilà, il doit être dans le troisième intervalle, 8,17, c'est entre le 8 et le 12. Le 3,98, c'est toujours dans le premier intervalle, la première classe, etc. Donc, je ne vais pas tout lire. Et bien sûr que je ne me suis pas amusé à faire ça manuellement. Heureusement qu'on a l'ordinateur, l'outil informatique, avec des formules sur Excel. Et le but, c'est pas de transformer le cours de stats en cours d'Excel, mais il y a moyen de demander à l'ordinateur de faire tout ce travail pour nous et nous donner directement les réponses. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et voilà les données triées, bien propres, groupées dans un tableau. Donc, je répète. L'autre fois, on avait travaillé avec des classes, des modalités plutôt. Cette fois-ci, on les remplace par des classes. OK. Donc, on a la classe qui est entre 0 et 4, 4 et 8, etc. Et la fois passée, on avait vu comment on fait pour calculer les fréquences. Donc, la fréquence, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, donc c'est la formule NI sur N, c'est-à-dire effectif divisé par effectif total. Donc le N, c'est ça. Bon, alors c'est très facile, pratiquement, on prend la calculatrice et on va faire 11 divisé par 252, puis on va arrondir, on va prendre 2, 3 chiffres après la virgule, ça dépend de l'exercice, de ce qu'on nous demande, et l'ordinateur va faire tout ça à notre place. C'est très simple, même à l'examen, un examen de statistique, on a la calculatrice, on commence à tout taper et on a les réponses. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est, ok, on a l'habitude de travailler pour trouver des moyennes et des choses comme ça. Donc, on a besoin d'une seule valeur qui représente la classe. Et ça, on n'a pas. Donc, on a un intervalle entre 0 et 4. Donc, on va déterminer une valeur qui représente toute cette classe. Alors là, c'est la notion de petite moyenne qui va venir ici. Quelle est la moyenne entre le 0 et le 4? C'est tout simplement 2. Donc comment est-ce qu'on a fait? On additionne les deux bornes et on les divise par 2. C'est ce qu'on appelle le centre de la classe. Donc avec un calcul aussi simple que ça, on peut déterminer le centre de chacune et pour pouvoir faire ce travail. Donc on a bien sûr vu qu'on est en train de faire plus 10 à chaque fois. Donc c'est trop simple pour pouvoir plus 4, pardon, pas plus 10, plus 4 à chaque fois. Donc ça devient 18, 22. Et le total des centres n'est pas important. On peut le calculer, mais il n'a pas de sens mathématique. Bien. Alors, résumons ce qu'on a vu. On a vu la notion de classe qui va commencer à grouper toutes les données qu'on avait. On avait 250 données éparpillées. On les a classées, mis dans des classes. On a représenté, on est en train de représenter les classes par leur centre. Donc chacun a un centre, chacune des classes a un centre. On a l'effectif, c'est-à-dire on a 11 personnes qui ont un pourcentage de graisse entre 0 et 4%, 54 qui ont un pourcentage entre 4 et 8. On se rappelle comment on avait fait pour déterminer la fréquence effectif divisé par effectif total, et puis la fréquence en pourcentage. Bon, c'est très facile, c'est cette colonne multipliée par 100. Donc le résultat qu'on obtient ici, qu'on va multiplier par 100. Alors, c'est inutile de perdre mon temps et votre temps à le faire. Bien sûr, pour les élèves de quatrième, vous êtes obligés quand même de perdre ce temps parce que dans le cadre d'un contrôle, vous ne pouvez pas dire je peux prendre mon ordinateur pour faire ce travail. Mais je vais vous montrer rapidement comment ça se fait.
Parce que, voilà, données groupées vidées, oui, c'est celui-là, je pense. Donc, pour la classe, on a dit que je vais prendre le 0 et le 4, et puis je vais tout diviser en 2. Ça, c'était pour trouver le centre que j'avais noté tout à l'heure. Diviser, allez, par 2. Je tire la formule et je vais avoir tout ce qu'on avait vu tout à l'heure. La fréquence, c'est, pour ceux qui ont une bonne mémoire, c'est la case de l'effectif, H2, divisé par la case de l'effectif total. Mais si vous avez une bonne mémoire, on sait qu'il faut bloquer avec des dollars pour empêcher cette case de bouger. Mais si je tape comme ça, waouh, c'est une bonne calculatrice Excel et ça va me donner tous ces nombres. Il faut arrondir et on avait vu la fonction round. Et cette fonction va me permettre d'arrondir avec autant de chiffres après la virgule que je veux. On va dire 3 chiffres après la virgule. Les voilà. Et je tire maintenant la formule jusqu'en bas et tout est bon. Mais là, si je prends la somme, on avait vu ça aussi. Donc, pour ne pas tout additionner, on peut cliquer sur ça pour avoir une somme automatique, ou j'écris égale somme, et on obtient, un tout petit problème. On est en train de voir qu'on a 1,001. Bon, 1,001, c'est qu'il y a un souci. Parce qu'on sait que la fréquence doit être 1 pile. Là, le problème, c'est que quand on est en train d'arrondir, il y a un endroit où on est en train, c'est pas de mal à arrondir, l'ordinateur est sûrement en train de bien appliquer les règles, il va regarder après, etc. Mais il y a toujours un problème à ce niveau-là, ou souvent, pour ne pas dire toujours. Comment on fait ça? On va tout simplement le réparer manuellement en enlevant un 0,001. Donc, la partie excédentaire, je vais l'enlever artificiellement. Alors, pourquoi je le fais? Parce qu'il faut que la fréquence totale doit être, le total des fréquences soit 1, c'est obligatoire, sinon il y a un problème. Et deuxièmement, si vous avez bien fait attention, j'ai décidé de l'enlever du plus grand. Donc voilà, parce que si on a déjà 39,7%, c'est pas ce 0,1% qui va changer toute la donnée. Donc je préfère enlever ce décalage du plus grand, comme ça lisse un peu les réponses. Alors maintenant, je vais prendre la réponse de la fréquence normale et je vais multiplier par 100 pour pouvoir obtenir la fréquence en pourcentage. Et là aussi, la somme, ça fait 100, ce qui est normal. La somme de tous les pourcentages, c'est 100%. XINI, pour ceux qui ont une bonne mémoire, c'est pour calculer la moyenne, tout à fait. D'ailleurs, on voit avec les couleurs, en jaune, c'est pour la moyenne. Oui, c'est juste. Pourquoi? Parce qu'il faut pas tout simplement additionner tous les X, toutes les observations. Il faut prendre en compte que le centre 2 ou la classe 04 est présente 11 fois. Donc, pour vérifier qu'elle est présente 11 fois, pour comptabiliser qu'elle est présente 11 fois, on doit faire 11 fois le 2. Et là encore, avec les cases, je tire, l'ordinateur va faire tout ce calcul à ma place, et je vais pouvoir maintenant faire la somme. Et voilà. Donc vous pouvez voir que pour trouver la moyenne, j'additionne tous ces xi, la somme de tous les xi fois ni, et je divise par l'effectif total qui est le 252. C'est comme ça qu'on calcule la moyenne, on trouve 10,4. Ok, stop jusque là.
je vais compléter ce tableau dans un petit instant. Donc voilà le même tableau qu'on avait, donc une portion de ce tableau. À la calculatrice, c'est exactement la même chose. Vous devez aussi vérifier qu'une fois que vous additionnez tout, que vous avez un 1. Si jamais en additionnant, vous n'avez pas un 1, vous allez retirer donc ce qui est excédentaire. Donc, de préférence du plus grand. Mais attention, si jamais vous avez dans la réponse 1,12, il y a un problème. Ok? On peut avoir 1,001, 1,01, 0,99. Ça, c'est OK, mais si vous avez une différence qui est plus grande, c'est qu'il y a un souci. On ne peut pas avoir une somme qui va donner, par exemple, 112%. C'est qu'il y a une grave erreur quand vous avez additionné dans le tableau avant. OK. Passons maintenant vers quelque chose de plus compliqué. Ou de nouveau, pour ne pas dire plus compliqué. On avait vu le mode. Maintenant, on va remplacer le mode par classe modal. C'est la même chose que le mode. Avant, on disait c'était la modalité qui avait le plus grand effectif. Ici, on va dire c'est la classe qui a le plus grand effectif. C'est-à-dire c'est la classe qui est la plus fréquente. Et rien qu'en regardant mon tableau ici, je vois que la classe qui est la plus fréquente, ce sont les hommes qui ont entre 8% et 12% de masse grasse. Bien sûr, par rapport au sujet interrogé. On n'est pas en train de parler donc de toute une population, donc 8 à 12%, c'est quand même, si on regarde les photos, ce sont des gens bien entretenus. Alors pour la moyenne, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure, c'est la somme de tous les NI fois XI, divisé par le N qui est l'effectif total. Ça, on l'a expliqué. La médiane, on l'avait expliqué aussi dans l'ancienne vidéo, donc vous êtes vraiment encouragé à aller la voir. Et c'était la valeur qui va partager donc la série de données en deux séries de même effectif. Donc elle va les partager en 50% avant, 50% après. Donc ce qui est nouveau maintenant, ce sont les quartiles. Le premier quartile et le troisième quartile. Pour ces quartiles-là, c'est un peu la même définition que la médiane, mais au lieu de dire qu'elle va les partager en 50-50, le premier quartile va les partager en 25% qui sont plus petits et 75% qui sont plus grands que cette donnée. Donc on va voir toute une série de données. La médiane va les couper en deux, c'est comme si c'était le milieu, la valeur milieu. Donc là, le Q1 et le Q3 va venir les partager. Donc 25% avant pour le Q1 et 75% après. Pour le Q3, c'est le contraire. Bien. Pratiquement, comment va-t-on faire tout ce travail? Ok. Alors là, on est obligé de travailler graphiquement. Bon, c'est pas obligé, mais l'une des méthodes, c'est la méthode graphique, bien sûr. Pour tout ce qu'on a expliqué, donc le mode, on l'a, je vais le noter tout à l'heure. Mode médiane. Maintenant, on va travailler avec médiane Q1 et Q3. Alors, comment faire déjà pour tracer ce que vous voyez devant vous? Il faut commencer à représenter classe par classe. La première classe, c'est de 0 jusqu'à 4. 0 jusqu'à 4, elle a un pourcentage de, je n'ai pas mémorisé, oui, bon, il faut que je regarde sur Excel. On a un pourcentage de 4,4%. Voilà. Donc, je vais aller au niveau du 4,4%. Bien sûr, avec un papier quadrillé, c'est plus facile, ou un ordinateur. Donc 4,4, on a déjà la première. La deuxième classe, c'est de 4 à 8. Donc de 4 à 8, le pourcentage est de 21,4. Donc on va représenter ce nouveau rectangle au niveau du
21,4, je vérifie, parce que il y a quelque chose qui cloche. Je lui ai demandé de faire ça automatiquement pour le calcul de la médiane. Ok. Bon, apparemment, il y a un souci dans ce qui est fait automatiquement. C'est bizarre, ça. Que le 21,4 ne doit pas être là. Bon, de toute façon, donc, comme vous voyez, je l'ai fait sur Excel. 25,6, 25,8, il me met. Je vais vérifier rapidement cette donnée. J'avais pris du temps pour le... C'est vraiment... Ah oui, voilà. Oh là là, ok, je m'excuse. Ouais, non, donc tout est bon. Le graphique est bon, je l'ai mal expliqué. Alors, je vais vite me rattraper. Alors, pour construire ça, c'est pas tout simplement les pourcentages qu'il faut mettre, c'est le pourcentage cumulé. J'ai oublié de le dire et je suis tombé dans mon propre piège. Ok. Alors, il faut représenter le pourcentage cumulé. Le deuxième pourcentage, c'est le 25,8. Donc, c'est pas le 21,4. On va additionner le 21,4 avec le 4,4. Ça va donner le 25,8. Ça, c'est du déjà vu. Donc, on a le 25,8. Bon, je continue pour celui qui est après, c'est le 65,4. Donc, 65,4. Je représente ce nouveau rectangle, etc. Je ne vais pas répéter la même chose jusqu'à la fin, mais on a compris le principe. Une fois qu'on a ces rectangles, on va prendre les extrémités et on va les relier ensemble pour avoir cette ligne qui, bon, voilà, qui représente toutes les fréquences cumulées. Bon, alors on sait, et c'est là où je veux qu'on soit attentif. Donc pour la première partie, c'était assez logique, oui, c'est construire un diagramme de fréquences cumulées, ce sont les mots techniques. Maintenant, on va réfléchir un peu comment faire pour trouver la médiane ou le Q2, le deuxième quartile, celle qui sépare un 50-50, graphiquement. La première chose à faire, c'est de commencer à trouver la ligne des 50. Je vais voir qu'elle va toucher cette droite au niveau de ce point et je vais aller perpendiculairement pour trouver la valeur de la médiane. Alors là, sans faire trop de calculs, je sais que le 10 est là, donc ça devrait être 10, quelque chose, ça ne devrait pas aller jusqu'à 11. On verra dans un petit instant avec les calculs. La valeur exacte, on va la déduire avec les calculs. Pour le Q1, c'est 25%, donc je vais aller au niveau du 25%. 25, c'est la moitié. Donc voilà, allez. La moitié entre le 20 et le 30. Et ça devrait être quelque part là. Ça, c'est le Q1, le premier quartile. Le troisième quartile, même principe, je pense que vous avez compris. On va aller au niveau du 75%. Trouver le point d'intersection et déduire la valeur du Q3. Alors ce qui est bien, c'est que déjà graphiquement, je peux avoir une idée approximative de la valeur que ça va donner. Donc là, je veux dire, on va comparer d'ailleurs donc les réponses maintenant. Là, je dirais 7, quelque chose. Ça combien? Q3, c'est 13, quelque chose. Parce que voilà, si j'ai fait ça comme ça. Et le Q2, c'est 10, quelque chose. Bon. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que tout à l'heure, quand on va faire les calculs, il faut qu'on vérifie au moins si c'est logique tout ce qu'on est en train de faire ou si on a fait une erreur de calcul. Donc si jamais avec les calculs on a une valeur de 6, je me dis même 6 non c'est pas possible, ça doit être aux alentours de 10, je refais mes calculs et je les vérifie. Donc il faut encore une fois vérifier
tout le temps que c'est logique. Ok. Bon, alors la méthode qui va nous permettre de faire ça, c'est la méthode qu'on appelle par interpolation linéaire. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, des gros mots, des mots un tout petit peu difficiles, mais bon, on va comprendre ce que ça veut dire. On est bien d'accord que pour la médiane, c'est au niveau du 50, c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure. C'est la même chose. J'ai pris une partie du graphique seulement. Bon, on va mettre à profit tout ce qu'on connaît par rapport aux droites. Donc là, on peut voir dans cette partie-ci, c'est trop clair, on ne voit pas trop. Bon, avec ça, peut-être. Donc, à ce niveau-là, oui, voilà, c'est mieux. Donc, sur cette section, c'est une droite. C'est un segment d'une droite, plutôt, parce que j'ai relié deux points ensemble. Donc, si c'est une droite, on sait qu'on va avoir au niveau de cette droite la même pente. La pente, elle a une formule, c'est delta y sur delta x. On la connaît tous, j'espère. Si on la connaît pas, allez réviser la formule de la pente. La pente d'une droite, c'est delta y sur delta x. Alors, je préfère qu'on n'apprenne pas par cœur, parce que si je comprends ce que je suis en train de faire, je ne suis plus obligé d'apprendre par cœur. Delta y sur delta x. Donc, ce que je fais, c'est que je commence à déterminer la pente de ce segment en faisant 65, je ne sais plus, je pense 8. Je vais vérifier parce que je ne veux pas faire de bêtises. 65,4. Ok. 65,4. Donc c'est l'ordonnée de ce point, moins l'ordonnée de cet autre point qui est 25,8. Ça, c'est le delta y au niveau des deux points connus, qui sont les extrémités de ce segment de droite, sur delta x. Le delta x, c'est la soustraction, c'est la différence entre le 12 et le 8. C'est le même point. Donc 12 moins 8. Bon. Alors, vu que ce point, ce point fait partie de ce segment de droite. Donc, c'est obligatoire qu'on ait la même pente ici aussi. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va écrire la pente, mais cette fois-ci par rapport au point inconnu. Bon, je vais noter. Ce que je sais de ce point, c'est que son ordonnée, c'est 50, moins l'ordonnée du 25,8, c'est le même qui est là, si vous voyez bien, sur le ME, parce que c'est l'abscisse que je ne connais pas et que je veux trouver, moins le 8. Encore une fois, c'est la même valeur qui est là. Avant de me lancer dans le calcul, il faut bien comprendre ça. On n'apprend pas par cœur en cours de mathématiques, c'est logique, c'est la même pente. La pente, c'est delta y sur delta x, donc on va soustraire les ordonnées divisé par la différence des abscisses. On va faire ça deux fois. Une fois pour les deux extrémités qui sont connues et une autre fois avec entre une extrémité et le point de la médiane. Donc en faisant cela, j'obtiens cette équation. Bon, le but n'est pas de résoudre une équation. Je ne veux pas commencer à faire ça donc avec toutes les étapes qui sont demandées. C'est pour cela que je vais préférer écrire en un coup ce que je vais taper à la calculatrice. Alors suivez s'il vous plaît, parce qu'on a une calculatrice dans le cours de statistique, on va l'utiliser. On va faire le produit en croix, c'est-à-dire produit des moyens qui est égal au produit des extrêmes. Malheureusement, j'ai choisi une mauvaise couleur parce que ça ne se voit pas. Ok. Je vais multiplier
ces deux-là ensemble. Donc on aura 50 moins 25,8 fois 12 moins 8. Là, je vais noter directement 4 pour éviter de trop écrire. Divisé par celui-là qui est tout seul. Pourquoi? Parce que d'habitude, si je fais le produit en croix, je serais obligé de faire 50 moins 25,8 fois le 4, et de l'autre côté, multiplier ces deux-là ensemble. Alors, si je vais les faire en un seul coup, je vais directement diviser par le 65,4 moins 25,8. Si vous voulez travailler plus lentement, vous êtes les bienvenus, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, je veux essayer d'aller plus vite, donc je vais noter ça ici. Voilà, non, ça va être un peu trop petit pour taper dessus. Bon, je vais aller sur cette calculatrice. Donc on y va. Fraction, entre parenthèses, 50 moins 25,8, fermez la parenthèse, fois 4 sur, entre parenthèses, 65,4 moins 25,8, ferme la parenthèse, égale 2,444. 2,4 si j'arrondis. Donc le ME, c'est le moins 8 qui va passer de l'autre côté qui devient plus 8, donc ça devient 10,4. Waouh! Donc c'est ce qu'on avait prévu. Et la médiane ici a la même valeur que la moyenne. C'est pas tout le temps pareil. Donc il faut pas commencer à dire ah oui la moyenne c'est tout. Non non non, rien à voir. Mais c'est une bonne indication celle-là pour savoir si les données sont distribuées sous une forme d'une cloche. On verra ça à la fin du cours après. Mais ça c'est une bonne chose déjà que la médiane soit égale à la moyenne. Mais c'est pas d'office comme ça. Bon, alors on va devoir faire la même chose plusieurs fois. Vu que je veux gagner du temps et le but c'est pas de répéter le même travail, j'ai déjà la réponse. Je vais vous demander de faire ce travail tout seul. Pour le Q1, je vais noter le calcul une dernière fois pour expliquer comment on a fait. Vous pouvez mettre pause au niveau de la vidéo et le faire tout seul. Donc encore une fois, le principe c'est delta y sur delta x. Soustraction des ordonnées, donc 25,8. Oui, donc j'ai oublié de vous dire ce que le 25 est là, mais ça on l'avait expliqué avant. Donc ça c'est le Q1. 25,8 moins 4,4 sur la différence des abscisses, donc 8 moins 4. De l'autre côté, c'est le point que je ne connais pas, c'est le point du Q1, mais par contre je sais qu'il a 25% au niveau des ordonnées, moins 4,4, sur le Q1, la valeur que je suis en train de chercher, moins le 4. Avec un calcul qui ressemble à ce que j'avais fait avant, vous devez trouver 7,85. Faites-le s'il vous plaît. Q3, je mets directement la réponse. Vous devez comprendre le principe. Maintenant, je ne dis plus rien. Il faut travailler tout seul. La seule chose que je vais mettre, c'est que c'est 75. Donc si ça c'est 60, ça c'est 70. Donc 75, ça devrait être celui-là parce que j'ai coupé ça aux alentours de 14, 13, je ne sais plus parce qu'apparemment, oui, donc les 13 sont à main levée, ça devrait être 13,3, oui, c'est ça. Donc vous faites le travail tout seul. Et pour vérifier que tout est bon, j'ai déjà fait le calcul et c'est 13,3. Ok, on a terminé tout ça. 10,4 parce qu'on l'a calculé ensemble. Bien, bien, bien. Et pourquoi est-ce qu'on est en train de faire tout ce bazar? C'est une question qu'on se pose.
Bien. Parce que on veut voir comment je peux représenter toute cette série de données de la manière la plus facile pour qu'on puisse les comparer à autre chose. En d'autres mots, il y a l'un des outils du cours de statistique, c'est ce qu'on appelle boxplot en anglais, en français boîte à moustache. Donc au niveau de ça, donc on va représenter toutes ces données en une seule fois. Comment? Je vais le faire maintenant. La première chose à faire, c'est aller trouver la médiane. La médiane, donc on a dit que c'est 10,4, donc c'est quelque part là. Donc je vais utiliser cette ligne. Normalement, on travaille ça sur une partie à part. Mais vous voyez, j'ai pas beaucoup de place et je veux travailler à l'échelle. Donc on va dire 10,4, c'est là. Je mets une barre. Puis, ce qui m'intéresse, c'est la barre du 7,8. La barre du 7,8, c'est ici. La barre du 13,3, la base du 13,3, c'est là. Ouais, quelque part là. Et je relis tout ce que je viens de faire. Donc, avec ce rectangle, cette extrémité, ça représente le Q1. L'autre extrémité, ça représente le Q3. Le milieu, c'est la médiane. Et on l'appelle boîte à moustache parce qu'il faut prolonger des deux côtés pour aller trouver les valeurs les plus grandes et les plus petites. Donc, là, pour ces données, je ne sais plus c'était quoi la valeur. Je ne vais pas chercher rapidement, mais bon, c'est seulement pour illustrer, mais je pense que c'était dans les 1, quelque chose pour le plus... oui, c'est ça. Ok, donc je vais pas taper donc maximum, minimum encore, c'est pour expliquer, mais voilà, c'était dans les 1, donc je vais faire une ligne comme ça pour aller jusqu'au 1, et jusqu'au point maximal. Le point maximal était au niveau du 22. Et voilà. Donc ça, c'est une manière de voir, pour voir directement où sont les données. Je rajoute à ça une croix pour représenter la position de la moyenne. Donc, rien qu'en jetant un œil, regardez directement, je vois que les données sont assez groupées autour de la médiane et autour de la moyenne, mais qu'on peut quand même aller jusqu'à 22 et on peut aller de l'autre côté jusqu'à 1. Ce sont les extrêmes ou les extrémités de ces données. On appelle ça une boîte à moustache. Quelle est l'utilité? Bon, l'utilité, je viens d'expliquer, pour avoir une vue globale sur ces données. Une deuxième utilité, c'est pour comparer deux données plus facilement. Donc imaginons qu'on va faire maintenant une étude sur des femmes, sur 252 femmes, 260 femmes. On peut résumer leurs données avec une autre boîte à moustache, par exemple, comme ça. Voilà, j'invente là. Ok. On voit encore directement, sans trop de comparaison, que déjà toutes les données, ou la majorité des données ne sont pas du côté du 10, comme ici, mais c'est un peu plus lourd, donc de 18% pour la médiane, c'est-à-dire il y a 50% des femmes interrogées qui ont un pourcentage plus petit que 18 et 50% qui ont un pourcentage qui est plus grand que 18. Avec l'exemple que je viens d'inventer cette fois-ci, je sais qu'il y a 25% seulement des femmes qui ont un taux de pourcentage qui est plus petit que 15 et 75% qui ont plus que 15% de pourcentage de graisse, etc. Donc encore une fois, une vue globale pour pouvoir comparer deux situations et deux séries de données
sans aller dans trop de détails. Mais malheureusement, cet outil n'est pas suffisant. On va aller un peu plus loin vers des paramètres qu'on appelle paramètres de dispersion. Donc, en français, dispersion, c'est aller voir si les données sont groupées ou elles sont dispersées, elles sont éloignées de la moyenne. Parce que l'une des choses que j'aime pas quand on me pose cette question en classe, monsieur, quelle est la moyenne de la classe? J'aime pas trop cette question parce que si la moyenne de la classe est de 14, yes, on est content. Par contre, je peux avoir une classe qui a une moyenne de 12 seulement et j'apprécie être un peu plus et je peux travailler plus dans cette classe. Pourquoi et comment ça se fait? Bon voilà, parce que c'est ce que je veux expliquer maintenant, c'est la dispersion. Imaginons qu'on a une moyenne de classe avec 14, mais si je fais le diagramme, ce que je viens de faire avec la boîte à moustaches, je peux voir des extrêmes qui sont de 18 et même un 4. La moyenne de la classe est très bonne, 14. Mais ce n'est pas une bonne classe dans le sens où c'est très difficile de travailler dans cette classe. Parce que celui qui a 18 sur 20 va s'ennuyer rapidement à chaque fois qu'on est en train de réexpliquer telle ou telle notion. Peut-être il y en a ceux qui s'ennuient déjà parce qu'ils connaissent déjà tout ça. Et en même temps, celui qui a 4 a besoin qu'on répète, qu'on aille lentement pour qu'il comprenne. Par contre, la classe de 12, imaginons que je vais, voilà, ce sont des données que je suis en train d'inventer, ça c'est le 12, le maximum dans cette classe c'est un 16 et le minimum dans cette classe c'est un 9. C'est beaucoup plus facile de travailler dans cette classe-ci. Parce que, encore, ils sont plus ou moins tous serrés autour de la moyenne qui est 12, alors que là, les données sont trop dispersées. Bien. Donc encore, la boîte à moustaches, ça nous donne une indication, une idée comment les données sont dispersées, donc 25%, 50%, c'est ce qu'on avait dit avec les quartiles et tout. Mais on peut pas aller plus que ça, plus loin que ça. Donc on a commencé à penser à une notion d'écart. Écart, donc de combien on est en train de s'éloigner, écart de la moyenne. Donc M comme moyenne. Une autre manière d'écrire le M, et j'ai fait exprès de mettre ces deux notations, on peut écrire la moyenne avec un petit m, on peut écrire la moyenne avec un x bar, vous pourrez voir plus tard une moyenne avec un mu, si c'est la moyenne de la population. Il y a plusieurs manières pour noter la moyenne, mais bon, on ne se perd pas avec ça, on les comprend directement. Donc la première chose, c'est d'examiner l'écart, c'est-à-dire la distance, entre chacune des observations et la moyenne. Si l'écart est trop petit, ça veut dire que les données sont groupées autour de la moyenne. Par contre, si l'écart est trop grand, ça veut dire qu'on est en train de trop s'éloigner de la moyenne et les données sont très dispersées. Le problème avec l'écart moyen, c'est qu'on a besoin d'une valeur absolue. Parce que si je ne fais pas ça, que va-t-il se passer? Il va y avoir donc un système qui va annuler. Bon, je vais montrer ça au niveau des données. Oh là, où est-ce que j'ai fait ça? Données groupées. Bon, ça, ce sont les réponses. Ok, ici. Donc, xi moins x bar. On vient de dire bar, c'est la moyenne. Donc, je vais travailler sans valeur absolue. Regardez ce que je fais. Égal. Le centre, parce que je ne vais pas examiner chacune des données, on a dit qu'on les a groupées dans des classes, moins la moyenne, qui est de 10. Mais comme la moyenne ne doit pas changer, je vais bloquer, comme on a expliqué avant, avec les dollars, égal. C'est moins 8,4. Une valeur négative. Ok, bien, je continue. Je vais faire semblant que je ne comprends pas grand-chose. Je vais tirer partout. Ah, je vois
des valeurs positives, des valeurs négatives, et si je les additionne, bon, je risque de ne rien avoir ou d'avoir un tout petit nombre ici, 1,6, parce que les données s'annulent. Bon, alors que va-t-on faire? Pour ne pas tomber dans des problèmes comme ça, on va utiliser la notion de valeur absolue. Donc dans Excel, valeur absolue c'est ABS, et la valeur absolue, un rappel, c'est l'outil qui va nous permettre de transformer tous les nombres en des nombres positifs. Donc s'il est déjà positif, il reste positif. S'il était négatif, on change son signe. Bien. Mais commencer à additionner tout ça à diviser, et les diviser, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une seule valeur du 2, une seule valeur du 6, une seule valeur de 10. On n'en a pas une. C'est comme avec les moyennes. Il faut prendre en compte l'effectif. Combien de fois est-ce que le centre 2 est présent? Donc il est présent 11 fois. Donc pour le comptabiliser, c'est qu'on avait fait avant avec la moyenne, je vais prendre cette case et je vais la multiplier par le NI. C'est ce qui existe dans la formule. Ok. Encore, je tire. Et maintenant, je demande la somme. Et on peut voir l'écart moyen qui est là. C'est 731,2, c'est le total de cette case, divisé par l'effectif total qui est 252, ça me donne 2,9 d'écart moyen. Donc la moyenne des écarts, c'est 2,9. Bon. Alors je reviens à ce qu'on avait dit, parce qu'il faut qu'on sache lire ce genre d'écriture. C'est la somme de tous les calculs qui sont comme ça, c'est-à-dire la valeur absolue de xi moins m, la différence entre xi moins m en valeur absolue, fois le ni, et je vais additionner toutes les cases. Donc en allant de 1, de la première case jusqu'à la dernière, c'est ça l'idée. Donc la dernière du tableau. Une fois qu'on a tout additionné, je n'ai pas la réponse, attention, parce qu'il faut tout diviser par n. Tout divisé par n, c'est le 1 sur n que vous voyez à côté. Le n, on n'oublie pas, le n c'est effectif total. Bon, alors une meilleure idée pour représenter ça, c'est avec la notion de variance et écart type. Écart type, c'est facile, c'est la racine carrée de la variance. Ok, c'est cool. Mais c'est quoi la variance? Ça, c'est aussi une autre idée pour être un peu plus futé et se débarrasser de la notion des valeurs négatives. Parce que si je prends le nombre et je l'élève au carré, même s'il est négatif, il devient positif. Donc je n'aurai plus de soucis. C'est un peu donc une autre manière d'échapper au problème des valeurs négatives quand on étudie l'écart. Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec la calculatrice? Est-ce que vous allez refaire tout le travail dès le départ? Alors, oui, il y a moyen de dire, ok, je tape à la calculatrice 2 moins la moyenne 10,4 au carré fois NI qui est le 11. Je peux faire ça. Ou je peux tout simplement multiplier ces deux cases ensemble à la calculatrice. Pourquoi? Examinons ce qu'il y a dans ces deux cases. Dans ces deux cases, on a le xi moins x bar et le xi moins x bar fois ni. Donc si on les multiplie ensemble, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais avoir le xi moins x bar qui est présent deux fois, c'est celui qui va devenir le carré. Donc pour ne pas perdre le temps et taper toute la formule, vous pouvez tout simplement multiplier ces deux cases ensemble et vous allez avoir là le calcul demandé. Sur Excel, c'est encore plus simple. Je tire, je calcule la somme. J'ai déjà préparé les formules qui me permettent de trouver la variance et puis l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Voilà, on trouve 3,7. Bon.
Voilà, ça c'est le côté mathématique, technique, comment je prends la calculatrice et comment je fais pour pouvoir remplir ces tableaux. Bien. Ouais, j'ai déjà expliqué comment on fait ça, oui. Bon. Donc à la calculatrice, on a déjà expliqué le centre, le 2, le 6, etc. xi moins 1, je le refais encore une fois. Donc c'est le 2, valeur absolue de 2, c'est-à-dire le centre, moins le m qui est 10,4 en valeur absolue. Là, c'est la réponse que je viens de trouver ici, fois le ni, c'est-à-dire fois le 11. Ici, je peux multiplier ces deux cases ensemble pour pouvoir trouver la dernière. C'est ce que j'ai expliqué, mais dans le tableau Excel de tout à l'heure. Bon, la même conclusion qu'on a vue. Et une question qui se pose, mais, ok, d'accord monsieur, on a compris comment on calcule, remplir les tableaux, si on a la calculatrice c'est facile, mais ok, bon, on ne voit pas trop. On ne voit pas trop pourquoi on est en train de faire tout ça. On n'oublie pas que c'était pour mesurer la dispersion. Plus l'écart type est grand, ou l'écart moyen, mais l'écart type c'est ce qu'on va utiliser en majorité, je vais vous expliquer, on va aller plus loin pour voir pourquoi. Plus l'écart type est grand, c'est-à-dire plus les données sont dispersées. Plus l'écart type est petit, alors les données sont groupées autour de la moyenne. Donc voilà, on a deux cas. La moyenne, je vais la représenter par une flèche. On peut avoir des données qui sont éparpillées trop loin de cette moyenne, ou on peut les avoir toutes groupées. Alors celui qui va m'indiquer, donc si elles sont éparpillées ou groupées, c'est l'écart type. Plus il est grand, plus les données vont être évasées. Bien. Et là, on arrive au théorème de Chebyshev, donc qui a, on dit, à partir d'un k qui est égal à 1, donc pour k strictement supérieur à 1, la proportion des données qui se trouvent entre la moyenne moins k sigma, sigma on n'oublie pas, on a vu ça, c'est, bon, elle est là, sigma, c'est l'écart type, donc moyenne moins k fois sigma et moyenne plus k fois sigma, ça doit être supérieur à 1 moins 1 sur k au carré. Ok, bon, j'ai déjà préparé donc pour le 2 avec les calculs 1 moins 1 moins 1 sur k au carré, ce n'est autre que 75%. Là, on est dans les 89% si j'arrondis. Là, on est dans les 94%. Là, on est dans les 96%. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends alors la moyenne, bon, je vais la noter M pour qu'on s'habitue que ça existe sous différentes écritures, différentes formes, moins une fois le sigma que je viens de trouver, et M plus une fois le sigma, je vais trouver un pourcentage qui est plus grand que 75% des données. Donc, 75% des données doivent se trouver à l'intérieur de cette zone. Pratiquement, parce qu'encore, c'est de l'abstrait ce que je suis en train de dire, je vais prendre ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. 10,4 et 3,7. Ok. Si je prends le 10,4 moins 3,7 et le 10,4 plus 3,7. Donc là, donc entre ces deux bornes-là, je devrais trouver 75% des données. Donc pratiquement, si je vais aller dans le tableau et chercher les données qui se trouvent entre le 6,7 et le
14,1. Je devrais trouver plus que 75% des données. Bon, ça c'est par rapport au cas de 2 sigma. Voilà. Ça c'est important parce que je fais une grosse bêtise ici. C'est 2 fois 3,7. 2 fois. Donc ça c'est pour le cas qui est égal à 2, c'est pas un seul. Donc du coup ça va changer mes calculs. Donc ici ça devrait être alors 17,8. Et là on va avoir un 3. Donc 75% des observations doivent se trouver entre 3 et 17,8. Bon, pour ne pas me tromper, je vais faire ça avec une autre couleur et suivez s'il vous plaît. Je m'excuse, je n'avais pas fait attention que c'était 2, je pensais au 1. Donc la moyenne de ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, c'était 10,4. Moins, donc le cas qu'on est en train d'utiliser, c'est 3, fois le 3,7, c'est le sigma, c'est-à-dire l'écart type qu'on a trouvé. Et là, on va faire 10,4 plus 3 fois 3,7. Ok. Donc là, je vais le faire. Donc 10,4 moins 3 fois 3,7. Donc ça fait moins 7 dixièmes. Ok. Bon. Donc on va mettre 0 parce que c'est pas possible d'aller dans les valeurs négatives. Et là, on a des choses comme ça en statistique. Pour le plus, donc on a 21,5. Donc ce que ça veut dire, c'est que on va avoir 89%, minimum 89%. C'est ce que ça veut dire, elle doit être supérieure à minimum 89% des données qui vont se trouver entre le 0 et le 21,5% selon le théorème de Chebyshev. Alors, ça peut être encore mieux que ça. Donc c'est là où le cours de quatrième s'arrête. Pour les élèves de quatrième, vous pouvez couper. Après, ce qu'on va expliquer, c'est extra, c'est pas pour vous, c'est pour plus tard. Parce que après, on peut voir qu'il y a d'autres données, il y a des séries de données qui vont avoir une forme de cloche parfaite, parce qu'au niveau du théorème de Chebyshev, on n'a jamais dit que ça doit être une cloche. Ça peut être une fonction comme ça, qui le représente. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est que entre la moyenne et moins 2 sigma, entre la moyenne et plus 2 sigma, on doit avoir, d'après nos calculs, 75% des cas. Donc, moins 3 sigma et plus 3 sigma, on va avoir 89% des cas. Là, dans la loi normale, on est dans des cas vraiment plus serrés. Donc, on l'appelle une distribution sous forme d'une cloche. Et là, rien qu'avec le 1 seul sigma autour de la moyenne, on est à 68%. 2 fois le sigma, on est à 95,4%. 3 fois le sigma, on est à 99,7% quand on a une distribution normale. Donc, dans des exercices ou dans un travail statistique, si vous êtes sûr que la donnée obéit à une loi normale, c'est une richesse parce que ça va vous permettre d'avoir plus d'informations et de pouvoir mieux extrapoler. Donc, je répète, la loi normale, c'est une loi où on a une distribution. Donc là, pour les élèves de sixième, on peut dire qu'on a une fonction exponentielle de cette formule, de cette expression. C'est la distribution, c'est la densité des probabilités qui sont tout autour. Et on sait que pour trouver l'air,
c'est-à-dire la probabilité, le pourcentage qui est en dessous, il suffit de travailler avec l'intégrale. Donc en calculant l'intégrale entre moins 1 et 1, entre ces deux valeurs, donc on va calculer l'aire de cette zone-ci, ça va être égal à 68. Si je calcule l'aire entre le moins 2 et le 2, je vais trouver alors 95%. Alors, pratiquement, pour le cours de statistique, on ne va pas résoudre des intégrales. On va profiter ou de la calculatrice. Pour les examens d'entrée, donc non, c'est hors de question. Ou des valeurs qu'on doit connaître par cœur, comme les 68, 95, 99,7. Si jamais l'un d'entre vous, donc s'il y a des étudiants qui vont présenter un concours d'entrée pour l'examen de médecine en Flandre, on pose souvent ce genre de questions avec une question sur la loi normale et on suit tout le temps 68, 95, 99,7. Alors, comment est-ce que ce genre de question est posé? Alors, on peut vous dire, pour l'exercice qu'on a fait, l'exercice où on avait trouvé une moyenne qui était égale à 10,4 et un sigma qui est égal à 3,7. Donne-moi la probabilité d'avoir un homme qui a un pourcentage de graisse qui est plus grand que 21,5. Voilà, on nous demande de nous donner la probabilité d'avoir un homme qui a plus que 21,5% de graisse. Oh là là. Déjà, le calcul des probabilités normales est difficile, alors là, on est un peu perdu. C'est bien le contraire. Parce que c'est tout simplement la compréhension de cette distribution qui va nous permettre de tout résoudre. Alors, comment va-t-on faire? 21,5, je vais le transformer en une distribution, donc on appelle ça loi normale centrée réduite. Parce que la loi normale qui est là, on a la moyenne, et on va aller tout autour de la moyenne, des deux côtés. Si on la centre à une moyenne qui est égale à 0, ça va être beaucoup plus facile à travailler. Et le sigma qui va être égal à 1, c'est plus facile, beaucoup plus facile à travailler. Donc on va passer, pour ceux qui ont déjà vu ça à l'école, c'est super. Si vous n'avez pas vu ça, vous pouvez faire attention. C'est pas pour l'examen d'entrée de l'ARES. Ça, jusque-là, ça ne fait pas partie du programme. Mais en Flandre, oui. On va calculer d'abord une notion d'un nombre qu'on appelle Z. En anglais, on l'appelle Z-score. Pour le calculer, on prend la valeur qu'on a, c'est 21,5, la valeur qu'on veut comparer. On va soustraire la moyenne, qui est 10,4, et on va la diviser après par le sigma, c'est-à-dire l'écart type, 3,7. Et ça, la calculatrice, donc 21,5 moins 10,4 divisé par, non, entre parenthèses, encore, divisé par 3,7 pour la prochaine fois. Il faudra que je prépare ces calculs pour ne pas perdre le temps avec. Ça fait 3. Ok. Donc Z supérieur ou égal à 3. Je répète, parce que comme il n'y a pas d'interaction, vous ne pouvez pas me dire je n'ai pas compris, je répète rapidement. Donc on nous demande de trouver la probabilité d'avoir une personne, un individu, X, qui a un pourcentage de graisse qui est plus grand ou égal à 21,5. Donc on ne sait pas le faire directement, mais je peux utiliser la distribution normale centrée réduite à 0. Donc la moyenne est le 0. Pour faire cela, je vais transformer la donnée du 21,5
en utilisant la moyenne qui est 10,4. Je vais soustraire alors de la moyenne. Et puis je vais diviser par l'écart type pour trouver le Z. Donc, on est en train de nous dire quelle est la probabilité d'avoir un Z qui est supérieur à 3. C'est-à-dire quelle est la probabilité, ça se voit même pas que je suis en train de colorier ici en bleu, de tomber dans cette zone. Donc, d'après la distribution qu'on a vue, apparemment c'est très 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 rare de tomber dans cet endroit-là. Mais comment trouver cette probabilité précise? Ok, il ne faut que regarder ce qu'on voit devant nous. Si, entre le 3 et le moins 3, on a 99,7% des cas, des données. Ça veut dire, ce qui reste des deux autres côtés, ensemble, ça fait 0,3%. Donc du côté gauche et du côté droit, parce que c'est une fonction qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. 0,3%. Si je fais 0,3% divisé par 2, donc je vais avoir 0,15%. C'est-à-dire, la probabilité de tomber dans cette zone-là, elle est seulement de 0,15%. C'est rare hein, de tomber sur un homme qui a un pourcentage de graisse de 21,5%, supérieur à 21,5% dans la série des 252 hommes qui ont été interrogés. On ne parle pas des hommes dans le monde, parce que des obèses, il y en a. Ok, donc la probabilité, maintenant pour la deuxième question, d'avoir un individu, un homme, qui a moins que 21,5% de graisse. Alors là, c'est plus que facile. Si la somme de tous les pourcentages, ça doit être 100%, et que je sais que j'ai déjà 0,15% dans cet endroit, donc qu'est-ce qui reste dans le reste de la cloche? C'est tout simplement 100% moins les 0,15%. Donc, ce qui va faire 99,85%. Donc, cette fois-ci, avec des couleurs, on est en train de nous demander quelle est la probabilité d'être dans cette zone. C'est 99,85% d'être dans cette zone. On va dire c'est presque sûr. On peut pas dire en probabilité c'est sûr. En statistique, il n'y a rien de sûr. Il y a des choses qui sont plus probables. C'est très probable de tomber dans cette zone-là. Alors une question un tout petit peu plus compliquée. Quelle est la probabilité de trouver un individu qui se trouve entre il y a un pourcentage de graisse entre le 14,1 et le 21,5. Bon. Alors, on a compris le principe. Notre réflexe, c'est directement de calculer le Z-score. Calculer le Z pour le 21,5, ça c'est déjà fait. C'est le 3, c'est la même chose qu'en haut. Je fais exprès en choisissant les nombres. Le problème, c'est que j'ai oublié ce que j'avais fait ici. 14,1, oui, bon, mais c'est mieux que j'ai oublié parce que je peux expliquer. Donc, pour trouver ce nouveau Z, c'est toujours la même démarche. 14,1 moins la moyenne, qui est 10,4, divisé par l'écart type, qui est 3,7. Ah, ok, je voulais trouver un 1. Donc, ça fait 3,7 divisé par 3,7, donc ça fait 1. Non, je ne fasse pas. C'est bon de laisser ça ici. Je vais seulement la bouger pour pouvoir
utiliser cette zone. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Ok, tant pis que ça reste là. Bon. Donc, quelle est la probabilité de tomber entre le 1 et le 3? C'est ça, en fait, ce qu'on nous demande de faire. Quelle est la probabilité en pourcentage de tomber ici, dans cette zone? Bon, là, j'ai choisi des données faciles. Justement parce que dans des examens d'entrée, il n'y a pas de calculatrice, on travaille sans calculatrice donc et on n'a pas le tableau normalement des aides. Alors c'est très facile, je pense, de penser que je vais calculer la probabilité d'avoir un z inférieur ou égal à 3. Est-ce qu'on a déjà calculé ça? Vous voyez, probabilité inférieure ou égale à 3, c'est ce qu'on avait trouvé ici. C'est 99,85%, moins la probabilité d'avoir un z qui est inférieur à 1. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? Ok, ce que j'ai fait, c'est ça. C'est commencer à calculer l'air, c'est-à-dire la probabilité qui va aller dans toute cette zone. C'est ça plus petit ou égal à 3. Puis d'enlever cette zone-là. Donc, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est la partie qui est demandée. Ok. Bon, on y va alors. Quelle est la probabilité de tomber avec un plus petit que 1? Plus petit que 1, on regarde encore une fois. Entre le 1 et le moins 1, on est à 68%. C'est-à-dire dans les deux parties ensemble, je vais avoir 100 moins 68, ce qui fait 32. Divisé par 2, donc 16% à gauche, 16% à droite. Bien, bien, bien. C'est-à-dire, pour évaluer cette surface, c'est les 68 plus le 16. Et là, on va être dans les 80, oui, c'est à 84. 84%. Je les soustrais et je vais avoir la probabilité qui est de 15,85%. Donc, pour tomber sur une personne, un homme, qui a un pourcentage de graisse entre le 14,1% et le 21,5%, c'est de 15,85%. C'est pas beaucoup. Bien, alors je vais aller encore plus loin. Bon, je sais que ça a duré, je ne sais plus combien de temps, donc ça tourne. Bon, je pas ça devant mes yeux. Je vais introduire une autre partie, parce que les calculs que j'avais fait avant, je les avais fait exprès pour tomber sur des nombres où on n'a pas besoin ni de calculatrice statistique, ni de tableau statistique. Mais voilà, en sixième, on voit aussi comment on utilise ces tableaux. Comment trouver donc la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3? Toujours le même exercice. C'est la moyenne qui est égale à 10,4 et le sigma qui est 3,7. Toujours le même exercice. Notre réflexe, c'est de travailler directement, on l'a compris, en calculant le z. C'est le 3 moins 10,4 sur 3,7. Donc 3 moins 10,4
4 sur 3,7. Donc ça faire ici, donc ça va être ok, voilà, moins 2. 7 moins 7,4 divisé 3,7 moins 2. Ok. Donc, quelle est la probabilité d'avoir un z qui est inférieur ou égal à moins 2? Ok. C'était plus facile de travailler en fait derrière, parce qu'avec le moins 2 derrière, ici, on sait, voilà les pourcentages, on peut les déduire, c'est un peu plus simple, mais bon, on veut travailler avec ces tableaux. Déjà, le problème de ces tableaux, c'est qu'on est en train de travailler dans la partie positive. Comment je sais que c'est la partie positive? D'ailleurs, regardez la zone qui est là. On est dans cette zone. C'est la partie positive. Il faut savoir qu'il y a aussi des tableaux de Z pour les valeurs négatives. Ça existe, mais je travaille ça de la manière la plus difficile possible. Bon, alors comment je peux me débrouiller pour travailler sans tableau négatif, avec un nombre négatif? Alors, il faut directement se rappeler que c'est une fonction qui est symétrique. Ça veut dire, si j'ai un moins 2 ici, je dois avoir de l'autre côté un plus 2. Et que c'est symétrique. Donc, si on dit la probabilité que le z soit inférieur ou égal à moins 2, c'est cette zone-là. C'est la même probabilité que le z soit supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire cette zone-là. Elle est la même, grâce à la symétrie. Super. Donc, allons voir dans le tableau, qui contient des valeurs positives. Plus. On voit tout le temps des plus. Ok. Alors, comment déjà utiliser ce tableau? La première chose à faire, c'est commencer, donc imaginons que je veux trouver 1,52. Je commence avec 1,5 et puis je vais aller au 0,02. 1,52. Je vais trouver cette zone-là. Donc ça va être la probabilité que je suis en train de chercher. Ok? Bon. Alors on y va. La probabilité donc qui correspond au 2, attention, la probabilité qui correspond au 2, ce n'est autre que le 2, c'est ça. La probabilité, d'après le tableau, que le z soit inférieur ou égal à 2, c'est 0, c'est-à-dire 97,725. Donc déjà, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus précis. Bien. Mais c'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande le P qui est plus grand ou égal à 2, d'après la petite manipulation qu'on a faite. Comment faire pour passer de l'un à l'autre? Il faut tout simplement soustraire, faire une soustraction entre le 100 et le 97, donc on va faire ça. 100 moins 97, je sais plus c'était combien, 7 de 5, et on a 2,275. Voilà. Donc on a répondu à la question. Pour avoir un homme qui a moins que 3% de graisse, c'est 2,2% des cas. C'est pas beaucoup. Ok. Quelle est la probabilité? Allez, on va terminer. Je comptais faire encore quelques-uns, mais franchement, je suis fatigué et c'est une répétition avec d'autres problèmes. Il y avait un problème qui a été posé dans le bac français
Mais c'est vraiment le même style et appliqué aux mêmes données, donc je vais sauter ça. Je termine ce slide et on arrête. Donc la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à 20, supérieur égal à 20, réflexe, c'est le z qui est, c'est le 20 moins le 10,4 divisé par 3,7. Donc, je vais le préparer. 20 moins 10,4 divisé par 3,7. Et là, ça va donner... Ok, on commence avec des nombres un peu plus difficiles. 2,594. Ok. Donc, une fois qu'on a calculé ça, on veut trouver le P, la probabilité que Z soit supérieur à 2,594. Donc, on va mettre 59. Ouais. Le 4 n'a pas besoin parce que le maximum que je peux avoir, c'est 2 chiffres après la virgule. Alors, comment on lit? On vient de voir. Donc, le 2,50, donc 2,5. On est dans sur cette ligne, 2,5. Et le 9, c'est la toute dernière colonne. Et ça va donner donc la probabilité que le Z, attention, ce tableau vous donne tout le temps quand le Z est plus petit que 2,59 ou n'importe quelle valeur. Il donne seulement les valeurs qui sont là. D'ailleurs, il y a toujours un croquis qui vous montre ce que vous êtes en train de trouver. Donc c'est le 99,52%. Alors, si on a compris le principe, quel est le pourcentage d'avoir un Z qui est supérieur à 2,59? Donc c'est 100% moins 99,52%, donc c'est-à-dire 0,48%. On a fini. 100% moins cette valeur, on trouve 0,48%. C'est très 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 rare. Ok, je termine avec le dernier, et on l'a déjà vu, c'est le P d'avoir un Z qui est compris entre le 3 qu'on a déjà calculé, qui est le moins 2, oh, c'est ça? Oui, le moins 2 et le 20, c'est le 2,59. Ok. Donc ce qu'on avait expliqué, c'était qu'on allait trouver le pourcentage que le Z soit inférieur à 2,59 et puis soustraire le pourcentage que le Z soit inférieur à moins 2. Donc de cette manière, je réexplique, je calcule tout ce qui est inférieur à 2,59, puis je vais soustraire tout ce qui est inférieur à moins 2, et la soustraction des deux, c'est la zone qu'on est en train de nous demander de travailler. La probabilité que Z soit inférieur à 2,59, c'est ça, c'est le 99,52%, moins la probabilité que le Z soit inférieur que moins 2, ça c'est déjà calculé, c'est 2,275. Donc il faut soustraire ces deux-là et on a la réponse. Bon, je ne vais pas noter la réponse, il faut faire 99,520 moins 2,275 et on a terminé pour trouver ça. Ce que je comptais faire encore, je ne vais pas vraiment le faire complètement parce que ça prend du temps et il n'y en a plus. C'est le chemin contraire, donc on peut poser une question. Donc si tu sais que le pourcentage d'obtenir un homme donc qui a une masse supérieure à je ne sais pas quoi,
c'est 2%. Alors, voilà, si la chance de tomber dans cet endroit est de 2% seulement, quel est le pourcentage de graisse de cette personne, le taux de graisse? Alors, pour faire ce travail, il faut faire le travail inverse, mais cette fois-ci, on ne connaît plus le Z et qu'on est en train de trouver le pourcentage. C'est le contraire, on connaît le pourcentage et il faut aller trouver le Z. Donc, on n'oublie pas que ce type de tableau, il me donne tout le temps la valeur qui est à gauche. Donc, il ne me donne pas les 2%, il me donne les 98%. Donc, je vais aller chercher les 98%, c'est 0,98. 0,98, il faut lire dans le tableau pour trouver le 0,98, une valeur qui est très proche à 0,98, c'est celle-là. Elle coïncide à une valeur de 2,06. Donc, il faut que le Z de cette personne soit égal à 2,06. Comment est-ce qu'on faisait pour trouver normalement donc le Z? On faisait le X qu'on nous donnait, moins la moyenne qui est 10,4, divisé par 3,7, et on sait que ça c'est égal à 2,06. Ah tiens, je vous avais dit je ne veux pas résoudre cet exercice, j'ai fait l'essentiel. Donc il faut résoudre cette équation, on a terminé. Ça nous donne le X qui est demandé. C'est vrai? Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses. Je vous conseille de revoir cette vidéo, de faire des pauses, d'aller boire un café, revenir, refaire. Mais il y a pas mal de choses qui ont été expliquées et je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine vidéo.